Il est 10h sur Radio JM, la grande matinale, ça commence maintenant. Et bonjour à tous, il est 10h passé de 6 minutes et vous êtes sur Radio JM, le 90.5 pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Je suis ravi de vous retrouver ce lundi de 10h à midi sur le 90.5, donc en direct depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux grâce à Rachel Castan avec un beau programme. Tout de suite, le jingle avec notre magnifique Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. On commence le programme par la météo aujourd'hui à Marseille. Laura vous l'annonçait ce matin dans le Flash Info. Il fait 17 degrés ce matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi. Dans le programme de cette matinée, nous recevrons Loïc Gachon, maire de Vitrolles, dans le cadre des élections municipales qui vont avoir lieu le 15 et le 22 mars prochain, une semaine après la libération des otages israéliens par le Hamas. Nous ferons le point avec Michael Darmon, journaliste et éditorialiste, pour connaître la situation en Israël. Nous accueillerons également notre confrère Léo Purguette du journal La Marseillaise qui viendra nous parler de l'inauguration des nouveaux locaux du journal qui d'ailleurs aura un rôle majeur dans les prochaines élections à venir. Nous en parlerons avec lui. Cette belle matinale accueillera également ce matin le célèbre pianiste et multi-instrumentaliste Cyril Benamou qui viendra nous parler de son nouvel album Hot Heart of Town. Daniel Faro viendra nous parler de généalogie. Vous sera également présentée l'actualité communautaire de la semaine avec Noah. Elsa nous proposera son coup de cœur littéraire. La chronique culinaire de Sacha vous sera également présentée pour mieux nous régaler. Vous l'aurez compris, plein de belles surprises ce matin. La grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Et voilà le jingle de cette grande matinale. Nous attendons Loïc Gachon, maire de Vitrolles qui va débarquer dans nos studios, qui va venir dans nos studios incessamment sous peu. Et en l'attendant, je vous propose une petite pause musicale pour bien démarrer cette grande matinale. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Et nous sommes de retour sur le 90.5 dans la grande matinale de Radio JM. Nous sommes le 20 octobre. Si vous n'avez pas encore vu la date, nous allons recevoir incessamment sous peu Loïc Gachon, maire de Vitrolles, qui arrive dans les studios et qui va bientôt nous rejoindre sur le plateau pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Nous allons parler un petit peu dans cette interview politique plutôt de comment le maire de Vitrolles va tout simplement faire la différence dans ces prochaines élections municipales le 15 et le 22 mars prochain. On va évidemment parler de ses priorités, de si Loïc Gachon est réélu, évidemment de sa lutte contre l'antisémitisme, mais bien sûr on va parler des jeunes puisque les jeunes sont l'avenir dans la société et il faut, quand on parle d'avenir, qu'on parle de jeunes évidemment. Et on va forcément parler donc des élections à venir dans les prochains mois, les prochaines semaines. Avant évidemment de vous parler de Loïc Gachon et de le recevoir dans nos studios, je vais vous parler un petit peu plus de ce programme avec évidemment Michael Darmon qui est journaliste et éditorialiste pour I24 News notamment. Voilà Loïc Gachon qui rentre dans nos studios, qui va pouvoir répondre à nos questions, justement les questions qu'on se pose. Allez-y, installez-vous, Monsieur Gachon. Monsieur Loïc Gachon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette grande matinale de Radio JM, bienvenue dans les studios de Radio JM. Alors vous êtes maire de Vitrolles depuis maintenant 18 ou 19 ans. Vous êtes candidat aux prochaines municipales. C'est votre rendez-vous politique en tout cas. Jingle. Retrouvez l'invité politique avec Nathan Sperling.
Voilà, le rendez-vous politique ce matin face à Loïc Gachon, maire de Vitrolles, maire PS du Vitrolles. Alors, Loïc Gachon, être maire, c'est, on va commencer directement, c'est aussi être au contact des gens tous les jours, notamment à Vitrolles. Comment vous sentez l'état d'esprit des Vitrolais aujourd'hui? Est-ce qu'ils croient encore en la politique locale ou est-ce qu'ils s'en éloignent, pardon? Écoutez, moi, alors juste, ça fait 16 ans que je suis maire, juste aujourd'hui, quasiment aujourd'hui, en mi-octobre, je pense qu'il y a une grande différence dans la perception de nos concitoyens sur la politique locale par rapport à ce qu'on peut vivre au niveau national. Évidemment que la période qu'on traverse au niveau national est factrice de doutes et d'inquiétudes, d'incertitudes et parfois un peu de découragement. Au niveau local, notre action quotidienne sur des questions de proximité, sur des questions de concorde finalement citoyenne conduit néanmoins nos concitoyens à continuer à faire confiance à leur maire. Ça reste une élection importante, l'élection municipale, ça reste une élection phare de la vie démocratique au quotidien. Oui, donc pour vous, les Vitrolais vous écoutent encore et écoutent les institutions locales. Je crois qu'ils attendent beaucoup de nous. Je ne sais pas si on attend encore beaucoup de choses de nos décideurs au niveau national, mais par contre au niveau local, je sais que nos concitoyens attendent beaucoup de nous, à Vitrolles comme ailleurs. Si vous êtes réélu, d'abord, quelles sont les 3 grandes priorités de votre prochain mandat? On sait que vous avez un partenariat avec le Camp des Milles, avec la lutte contre l'antisémitisme. Alors, la question de l'élection municipale est encore tôt pour ma part pour engager la question des municipales. On est encore dans un mandat qui n'est pas terminé et sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Donc, je suis concentré sur ce que j'ai à faire aujourd'hui avant de rentrer de plein pied dans une question d'élection municipale. Et le travail de Vitrolles, à Vitrolles, il n'est pas cadencé par les élections municipales. C'est un travail de long cours. C'est une ville qui a été très longtemps fracturée, où on a souvent opposé les quartiers entre eux, les catégories de la population entre elles. Moi, mon principal travail, c'est de trouver de la convergence, de la concorde, de sortir des représentations, des stéréotypes, des amalgames, pour parler vraiment à nos concitoyens et faire société à l'échelle de Vitrolles. Ça veut dire de l'attention à tous les quartiers, à toutes les populations, et une attention à peu près égale à tous les quartiers et à toutes les populations. C'est une vigilance accrue à la présence des services publics auprès de chacun de nos concitoyens, et c'est compliqué dans des moments où nos ressources s'amenuisent. Vous avez évoqué le partenariat avec le Camp des Milles, mais c'est notamment à travers la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, c'est un moyen de faire société tous ensemble et de sortir des représentations caricaturales que parfois peut nous donner l'actualité. Est-ce que ça a été une lance de fer aussi pour vous, un chemin que vous avez voulu prendre après, ces 16 ans en tout cas, aujourd'hui, en étant à la tête de la mairie de Vitrolles? Moi, je me rappelle d'où vient Vitrolles. Vitrolles a été une ville où on a stigmatisé, mis en scène un affrontement, et tous les jours quand je me lève, je me dis il faut amener les gens, amener les Vitrolais à se rencontrer et à sortir de là où toute l'actualité, tous les médias veulent nous amener. Et ça passe forcément par un discours vrai, un discours simple et un discours rassembleur, éviter tout ce qui fracture, tout ce qui, de manière totalement inutile parfois, renvoie de la souffrance aux autres, de la douleur aux autres ou de la stigmatisation aux autres. Vous parlez de faire société dans la communauté de Vitrolles, mais beaucoup de jeunes à Vitrolles en tout cas disent avoir envie de partir, de voir ailleurs en tout cas. Comment est-ce qu'on leur redonne envie de rester, de s'investir et de croire en leur ville ? Bon, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de malédiction à aller voir ailleurs. C'est l'histoire d'un territoire comme celui de Vitrolles. C'est un territoire où on grandit, où d'ailleurs on a énormément d'enfants, des équipements scolaires qui sont très qualitatifs. Et puis il arrive un âge où, et c'est le cas de mes enfants par exemple, on grandit et on va aller faire ses études soit dans une commune voisine, à Aix, à Marseille, ou soit plus loin, soit carrément partir à l'étranger. Et c'est une bonne chose. Il faut découvrir le monde quand
on a 20 ans. Et puis Vitrolles, c'est une ville plutôt pour la famille, et donc moi, j'ai aucun problème pour que des jeunes aillent construire leur vie où ils veulent. Ce qui est certain, c'est que c'est une ville aussi où on a envie de revenir, et on est confronté très très fréquemment à des gens qui viennent s'y réinstaller, souvent pour fonder leur famille, arriver à 25 ans, 30 ans, un premier enfant, et on a envie de revenir à Vitrolles. Et d'ailleurs, la ville est extrêmement attractive, avec une demande en logement qui est énorme, quelles que soient les catégories de logement d'ailleurs, que ce soit de la maison individuelle ou du logement social. Il y a une très forte demande de logement, de gens qui veulent venir habiter à Vitrolles, et en général, c'est des gens qui y sont passés dans leur vie, qui ont parfois grandi, qui ont de la famille, et qui souhaitent s'y installer pour y fonder leur propre famille. Alors les jeunes ont de moins en moins confiance en la politique, même si elle est locale. Comment est-ce que vous sentez la jeunesse ici à Vitrolles? Est-ce qu'elle a encore confiance en ces institutions locales? C'est difficile à dire. Je pense que oui. D'abord parce que moi je suis en contact très régulier avec les jeunes générations. Je fais un gros travail de proximité dans chacune des écoles de la ville. Il y a 14 groupes scolaires à Vitrolles et je les connais tous. On travaille aussi beaucoup avec les collèges et les lycées de la commune. Et puis cette interaction sur les sujets qui les concernent, elle reste forte et puissante. Donc je pense que pour les jeunes, la représentation de la mairie, c'est une représentation plutôt institutionnelle. C'est pas une question de confiance, ça va de soi en fait. La question politique, elle vient plus tard. Elle vient quand on commence d'abord, une fois qu'on a le droit de vote, une fois que on s'interroge sur sa propre orientation politique et ses propres choix politiques, vient alors des questions de comment est organisée une commune, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi. Les problématiques de jeunes qui n'ont pas encore de charge de famille sont très différentes de problématiques de famille. La première compétence d'une ville, c'est l'éducation, par exemple. C'est l'enfance, c'est les écoles. Quand on n'a pas d'enfants, on peut avoir le sentiment qu'une ville, elle n'est pas tout à fait à l'endroit où nous, on a nos besoins. Mais on peut comprendre aussi, en grandissant, que ces priorités, elles sont positionnées là où la société a besoin qu'elles soient positionnées, et pas forcément sur ses propres besoins. C'est comme ça aussi qu'on apprend à faire société. Et puis en faisant référence à son propre parcours individuel, c'est parce que j'ai bénéficié d'une éducation qualitative, d'opportunités que m'a donné la ville, de découvertes, de valeurs qui ont été transmises à l'occasion de mon passage dans les écoles et dans les collèges de Vitrolles, que je suis l'adulte que je suis devenu, et que je serai demain peut-être le parent que la ville me permettra d'être. Un petit mot sur la communauté juive. Vous avez aidé en tout cas à la création d'une synagogue. Il y a longtemps qu'il y a une synagogue à Vitrolles. C'était bien avant que je sois maire, puisque la synagogue à Vitrolles, elle doit des années 80. Et c'est une vraie fierté à Vitrolles d'avoir une synagogue qui soit installée sur notre territoire. Elle va être amenée à déménager, parce qu'elle est aujourd'hui dans des locaux qui font l'objet d'un programme de rénovation urbaine important. Et donc le bâtiment qui abrite la synagogue en rez-de-chaussée a vocation à être démoli dans les prochaines années. Et on travaille avec l'association de manière très sereine et très partenariale pour l'implantation de la synagogue dans de nouveaux locaux parfaitement adaptés et correspondant aux besoins d'une synagogue. On embrasse d'ailleurs Claude Alali qui, je l'embrasse également. Voilà, qui un petit clin d'œil à Coco. On l'embrasse fort. Dernière question, Loïc Gachon, à quelques mois des élections, parce qu'il faut quand même en parler. Quel message vous souhaitez adresser directement aux Vitrolais qui nous écoutent ce matin? Je crois que on est face, et malheureusement l'élection municipale n'échappe pas à la règle. Dès qu'on rentre dans une période électorale, on est face à des discours souvent faciles, où on va avoir un peu le concours l'épine de l'idée, de la caricature. On va avoir, c'est l'époque où on a des gens qui tout d'un coup se disent qu'ils vont baisser les impôts. C'est très facile d'annoncer des choses pareilles, tant qu'on n'a pas à le faire et à le gérer, en assumer les conséquences. Et donc on est comme ça sur une forme de surenchère, idem sur les questions sécuritaires. On entend des choses sur la sécurité, oui, mais c'est quoi la réalité en fait? Qu'est-ce que vous proposez réellement? Parce que partir dans des grandes phrases et des grandes propositions, mais concrètement,
Moi, les questions sur une ville, sur une commune, en particulier quand la commune n'est pas très grande, Vitrolles c'est 35 000 habitants à peu près, elles peuvent pas se permettre d'être déconnectées des réalités. On attend du maire sortant, mais également de tous les candidats qui souhaitent concourir à cette élection, qu'ils soient pragmatiques, qu'ils soient réalistes, qu'ils soient concrets sur les propositions qu'ils font sur la ville, et pas simplement une liste de grands slogans qui sont valables sur n'importe quelle commune de France, qui sont photocopiés et finalement qui sont les mêmes, qu'on soit à Marseille, à Vitrolles, à Salon-de-Provence ou à Venelle ou de je ne sais quelle petite commune toute petite du département, à Saint-Marc-Jaume-Garde ou à Saint-Estève-Janson. Nos territoires sont tous différents. Ils ont tous des histoires différentes. Et on ne peut pas se permettre de venir comme ça, de débarquer sur un territoire et de dire oui, je vais raser gratis, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nous, on va baisser les impôts, assurer la sécurité, etc. Oui, très bien, vous le racontez. Nous, on le fait. Donc, soyez concrets, soyez précis. Vous avez des propositions pour le territoire? Bienvenue. Discutons-en. Moi, je suis totalement disponible pour débattre, pour argumenter, et je ne prétends pas avoir toutes les solutions et avoir tout juste. Mais par contre, je n'admets pas que de recevoir des leçons de gens qui n'ont même pas ouvert un atlas, même pas regardé la réalité vitrolaise et même pas regardé les réalités de ce qui a été fait sur la ville, de ce qui marche et de ce qui éventuellement ne marche pas. Merci beaucoup Loïc Gachon. Votre interview sera retrouvée tout à l'heure à 13h dans l'invité politique de la semaine. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. Une douce pause musicale en ce matin pluvieux, j'ai envie de dire. Vous êtes de retour en tout cas dans la grande matinale de Radio JM en ce lundi 20 octobre. Et tout de suite, je vous propose l'agenda communautaire de la semaine présenté par Noah. Vous voulez tout savoir sur les événements communautaires? Ouvrez vos agendas. C'est maintenant avec Noah. Bonjour à toutes et à tous, voici les prochains rendez-vous de la vie communautaire. On commence tout de suite avec un rendez-vous régulier du GAN Mordechai qui propose chaque jeudi matin de 8h15 à 9h45 Torah et café, édition spéciale sur la thématique pureté familiale. Pour plus d'informations, contactez Mazal Bitoun au 06 95 51 59 16. Dans un tout autre registre, mais toujours au GAN Mordechai, les sit-in organisent un voyage exceptionnel à New York du 17 au 22 février 2026. Alors oui, les dates peuvent sembler lointaines, mais elles arriveront très vite et surtout, les inscriptions sont déjà ouvertes. Les places sont limitées, alors ne tardez pas. Pour plus d'informations, contactez Lévi Bitoun au 06 64 32 44 62. Et pour finir, la coopération féminine organise jeudi 23 octobre 2025 à 14h dans ses locaux 10 rue Saint-Jacques son loto trimestriel animé par Guy et Charlie. Nombreux lots à gagner, une collation clôturera l'après-midi. Voilà pour les rendez-vous à venir, alors à vos agendas et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres événements communautaires. Et merci beaucoup Noah, un agenda communautaire toujours très riche. Avant d'aller en Israël et de retrouver Michael Darmon, il est 10h31 bientôt et vous avez rendez-vous avec le Flash Info de Laura Sahin. Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 20 octobre et voici les titres de votre édition. Hier après-midi, le collectif Nous Vivrons organisé sur l'esplanade du Mucem un rassemblement festif pour célébrer la libération des otages. Sophie Nezri, co-organisatrice de l'événement et cofondatrice de Nous Vivrons, a confié son émotion à Magali Barthès. Alors bien sûr, plusieurs otages sont morts, on n'a pas encore les dépouilles, mais il fallait faire la fête. C'est important pour nous. Il fallait aussi qu'on occupe l'espace public. Les Juifs ont leur place à Marseille, ils sont là depuis des siècles. Certaines communautés s'expriment toutes les semaines. Nous aussi, il était normal qu'on exprime notre joie. Alors évidemment, aucune joie n'est complète, mais là, on voit les gens qui sont venus sont heureux. Ça fait 2 ans
le temps ne passe plus et ça y est, on respire à nouveau et on voulait vraiment exprimer sur l'espace public cette grande joie de cette libération et puis aussi d'une fin, alors peut-être momentanée, mais d'une fin de la guerre. On a aussi nos soldats qui vont revenir, qui vont retrouver leur famille. Donc voilà, on fête tout ça aujourd'hui. La joie s'est poursuivie hier un peu plus tard dans la soirée à la Grande Synagogue Breteuil avec un invité d'honneur, l'homme politique Amin El-Khatmi. Je vous propose de l'écouter au micro de Nathan Sperling. Moi je l'ai dit tout de suite quand les otages ont été libérés, c'est que l'antisémitisme existait avant le 7 octobre, il a certes explosé après, mais les cerveaux malades antisémites continueront, ils ne vont pas devenir philosémites du jour au lendemain et trouver que les juifs sont sympas et des gens formidables. Ils auront, moi je rappelle qu'avant le 7 octobre, il y a eu Ilan Halimi, il y a eu Mireille Knoll, il y a eu Sarah Halimi, il y a eu l'école Ozara Torah de Toulouse, il y a eu l'hypercacher de la porte de Vincennes, il n'y avait pas un soldat de Tsahal dans Gaza à cette époque-là et on s'en est pris aux juifs en France. Donc oui, il faut que cette mobilisation perdure et moi je serai là pour qu'elle continue. Laurent Lardy, représentant de la mairie de Marseille, et Martine Vassal, présidente de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône, ont également tenu à exprimer leur soutien et leur solidarité pour ce retour des otages. Écoutez-les. Est-ce que c'est la fin d'une guerre? Est-ce que c'est le début d'une paix? On ne le sait pas encore. Mais je crois qu'il fallait partager la joie, il fallait partager le souvenir des otages, ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés qu'on ne reverra plus. Et c'était important vraiment pour moi d'être là ce soir, évidemment. Il y avait, Saint-Augustin avait cette phrase, il parlait de l'espoir. Et il disait que l'espoir, il a deux filles. La première, c'est la colère. La colère, on l'a connue. Mais pour faire l'espoir, il faut aussi le courage. Et le courage, c'est ce qui commence maintenant. Et je pense que le faire ensemble, être tous ensemble comme ça ce soir, nous montre qu'il y a un chemin devant nous, peut-être le plus difficile, peut-être pas le plus douloureux, je n'en sais rien, mais en tout cas le plus difficile qui va être celui de la paix maintenant. Le 7 octobre, c'est le moment de la barbarie, de l'ignominie, de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Quand on a vu ce soir ces témoignages, ces films, eh bien ça bouleverse, ça fracture des familles, c'est des vies brisées. Et donc c'est logique que depuis le 7 octobre, bien entendu, j'assiste à chacun et chacun des recueillements qui est fait pour la libération des otages. Là, les otages sont vivants, sont libérés. Il reste encore, et je pense aux otages qui sont morts à être rendus à leur famille. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que la paix, elle soit durable, que ce ne soit pas un horizon fragile, mais que ce soit une véritable réalité. Et pour ça, il faut continuer à travailler. Donc je continuerai à être aux côtés de la communauté juive. L'école Bouche dans le 13e arrondissement a été inaugurée le week-end dernier dans le cadre du plan Marseille en grand. Les classes sont modernes, le gymnase reconstruit et les cours de récréation végétalisés. Depuis la rentrée 2024, 19 écoles ont été inaugurées par la mairie de Marseille. 800 jeunes ont représenté 67 professions lors de la finale des WorkSkills au Parc Chanot en fin de semaine dernière. Renaud Muselier, le président de la région Sud, se félicite de cette compétition organisée sur notre territoire. Il s'est confié à Rachel Castan. Vous avez des jeunes qui viennent, là j'en ai croisé, qui viennent de Grenoble, qui viennent voir pour leur formation, pour l'orientation professionnelle. Vous avez vu l'allée du Parc Chanot, c'est rempli de jeunes qui viennent voir au-delà de la compétition qui a lieu et qui est une compétition super sympa. C'est les Jeux Olympiques en fait, des métiers, mais il y en a 67. Et quand vous êtes jeune, vous avez toujours un problème de savoir quand vous êtes au collège ou au lycée, savoir ce que vous voulez faire après, comment ça va se passer. Et là c'est un très gros coup parce que on a travaillé en amont. On a investi dans nos lycées, on a investi sur la formation professionnelle, on a investi sur les matériels, de façon à ce que quel que soit le niveau, quelle que soit la métallurgie, les métiers de la mer, quel que soit le niveau, ils aient la possibilité aujourd'hui tous de dire tiens, je vais plutôt dans ce sens. Et ça restera après. En football, les Olympiens sont désormais leaders du championnat après leur succès face au Havre, 6-2. Le club marseillais rencontre Lisbonne ce mercredi en Ligue des Champions. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 20 degrés cet après-midi, avec de la pluie qui sera présente tout au long de la journée. Tout de suite, c'est le retour de la matinale de Nathan Sperling. Très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5.
Merci beaucoup Laura pour ce flash info. Allons en Israël maintenant sans plus attendre. Une semaine après la libération des otages israéliens par le Hamas, où en est la situation là-bas? Comment s'organise la vie qui reprend petit à petit? Nous faisons le point avec Michael Darmon. Michael Darmon, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Alors une semaine après la libération des otages, comment l'opinion publique vit-elle en ce moment entre soulagement, émotion, mais peut-être aussi colère face à ceux qui sont encore retenus, les corps qui sont encore retenus à Gaza? Quel est l'état d'esprit général dans le pays aujourd'hui, Michael? Écoutez, vous l'avez dit, c'était d'abord effectivement un soulagement d'avoir revu des otages qui sont sortis vivants, puis immédiatement en enchaînant avec des moments extrêmement difficiles et douloureux, en voyant revenir les corps des otages, et puis maintenant de l'attentisme, de la colère et aussi de la tristesse, parce que les premiers récits des ex-otages commencent un petit peu à sortir. Ils ne se confient pas encore directement, mais ils se confient à leurs proches. Et comment dirais-je, la malnutrition, les souffrances psychologiques, toutes les tortures qu'ils ont dû endurer commencent maintenant un petit peu à être connues. Et à la fois les médias sont, je dirais, comment dirais-je, plein de témoignages des retours à la vie des anciens otages. Des retrouvailles, certains retrouvent leur piano, leur maison, leurs habitudes, leurs amis, et puis à côté de cela, bien sûr, toujours les attentes des familles, les souffrances des familles qui n'ont pas encore reçu et récupéré leurs proches morts pour pouvoir donc les accompagner dignement. Ça s'est traduit par la grande, très émouvante réunion publique sur le forum des otages et place des otages samedi soir, avec un mot d'ordre: rien n'est terminé, il faut que tout le monde soit rentré, et c'est seulement une fois que tous les otages seront revenus en Israël, quelle que soit la manière, alors en ce moment-là, la société israélienne pourra assumer que cette guerre est terminée de ce point de vue-là, et pourra commencer un long travail collectif de réparation et de thérapie collective. Alors sur le terrain, la vie quand même reprend peu à peu son cours, dans les écoles, les commerces, les transports, mais est-ce qu'on peut dire qu'Israël retrouve quand même une forme de normalité, ou est-ce que c'est encore très fragile? Il n'y a pas de normalité en Israël, il y a une adaptation à la situation anormale, parce que d'abord effectivement la tension reste vive, comme on l'a vu hier sur la frontière de la bande de Gaza. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut s'adapter aux soubresauts et aux évolutions des dissensions et des affrontements intra-Hamas, intra-palestiniens, qui aujourd'hui transforment la bande de Gaza en un immense champ de règlement de compte, tel qu'on a pu le voir, avec des exécutions publiques, filmées, avec des règlements de compte entre les clans, et avec le fait que vous avez maintenant des factions qui veulent montrer qu'il n'est pas question d'aller au désarmement, puisque la deuxième phase maintenant de négociation va commencer. Les émissaires américains sont sur place aujourd'hui pour commencer à négocier la deuxième phase, celle du désarmement du Hamas, qui sera la plus cruciale, et on sent les résistants. Donc de ce point de vue-là, vous avez cette nouvelle situation qui a provoqué hier la mort de 2 soldats israéliens dans le sud d'Israël, en tout cas dans la bande de Gaza. Et puis, comme je disais, vous avez cette situation totalement hybride de résilience, mais qui n'en est pas une en réalité, qui est tout d'abord encore adaptation à cette souffrance du fait que tous les otages ne sont pas rentrés. Et puis vous avez la troisième évolution qui est l'évolution géopolitique globale, parce que pendant ce temps-là, les négociations continuent avec les partenaires arabes pour arriver à un élargissement de l'accord d'Abraham, qui pourrait arriver dans les prochains mois ou en début d'année prochaine, et là qui changeront totalement la donne régionale,
il faut regarder avec attention le déplacement que prépare Benjamin Netanyahou en Indonésie, dans le plus grand pays musulman du monde. Donc il va se passer des choses, et tout cela va contribuer à aussi remodeler la société israélienne qui va commencer cette période d'après-guerre. Très bien, merci beaucoup Mickaël. Dernière question sur le plan politique, la pression quand même reste forte sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'on sent quand même un début de tournant, ou est-ce que le Premier ministre reste quand même solidement en place malgré les critiques? Les sondages lui donnent aujourd'hui une perte de sa coalition. Il y a une organisation de l'opposition dans une coalition alternative organisée autour du centre-droit, centre-gauche, qui s'est organisée en sorte de front d'opposition pour montrer qu'il y avait une possibilité d'alternance. Mais tous les éléments que je viens de décrire et d'exposer amènent à cette conclusion. Personne ne sait comment une campagne électorale peut se dérouler. Quand elle commencera-t-elle d'ailleurs? Sur le papier, elle est prévue en novembre 2026. On sait qu'il y a une intention de la part de Netanyahou de l'avancer peut-être au début de l'été 2026, peut-être parce qu'il voudra profiter d'une situation politique nouvelle, et dans ces cas-là, tout sera possible. Ce qui est clair, c'est que de plus en plus, et ce qui ne bouge pas, c'est la demande de commission d'enquête. Et là, très certainement, c'est là-dessus que se jouera une partie et se cristallisera une partie de l'opinion à l'égard de Netanyahou, quels que soient les résultats politiques et géopolitiques. Il faudra qu'il accepte une commission d'enquête, sinon il pourra à ce moment-là avoir, je dirais, des effets au retour qui pourraient annihiler les résultats post-guerre à Gaza. Merci beaucoup Mickaël Darmon d'avoir fait le point avec nous sur la situation en Israël. Je le rappelle, vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Passez une bonne journée et merci d'avoir été l'invité de la grande matinale de Radio JM. À bientôt. À bientôt, au revoir. Nous enchaînons avec l'information locale et c'est le cœur de nos matinales chaque lundi sur Radio JM et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir notre confrère de la Marseillaise, Léo Purguette. Bonjour. Bonjour. Léo Purguette, vous êtes le président et rédacteur en chef du journal La Marseillaise, journal d'ailleurs créé pendant la Résistance, vous le rappelez systématiquement. Et aujourd'hui, vous avez inauguré vos nouveaux locaux après des travaux qui ont duré très longtemps. Alors vous offrez quand même aux Marseillais, mais aussi aux journalistes, à toutes celles et ceux qui fréquentent votre journal, la possibilité de les accueillir dans un nouvel écrin. La satisfaction est là. Oui, bien sûr, parce que c'est l'aboutissement de 5 ans d'efforts. La Marseillaise, vous l'avez rappelé, a une histoire très longue, puisqu'elle a été fondée dans la résistance à l'occupation nazie en 1943. Mais moi-même, je suis en responsabilité depuis seulement 5 ans en tant que président. C'était la crise Covid qui nous avait poussé alors dans le précipice. D'abord parce que il y avait eu un effondrement des recettes et puis aussi parce que les banques n'avaient pas voulu faire un prêt garanti par l'État à ce moment-là à la direction précédente. Et donc, on avait conçu un projet de reprise pour que ce journal ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, on est très heureux parce que non seulement il ne s'est pas arrêté, mais il se développe. Et puis, on a donc pu célébrer ces nouveaux locaux qui ont un sens particulier pour nous, puisqu'ils ont été pris par les armes par nos résistants fondateurs à un journal collaborationniste qui s'appelait Le Petit Marseillais. Très bien, oui, donc tout un sens finalement d'être dans ces nouveaux locaux. Mais c'est aussi un lieu d'ailleurs que vous allez proposer à la location pour des entreprises, des séminaires et à créer des espaces d'accueil de politique, d'échange avec la presse. Tout à fait, c'est un lieu qui est en façade d'immeuble, donc qu'on appelle au rotatif de la Marseillaise, parce que c'est là qu'étaient les rotatives initialement. Ensuite, derrière, il y a nos bureaux, et donc dans ce lieu qui est accessible, qui est en plein centre de Marseille, en effet, nous voulons faire des expositions, des débats, des projections, accueillir des colloques, pourquoi pas des rencontres d'entreprise. C'est aussi un vecteur pour nous de rayonnement et aussi de financement supplémentaire, parce que nous conservons notre indépendance et évidemment, faire vivre un groupe de presse, c'est un sujet quotidiennement.
et j'en sais quelque chose. Et puis je crois que RJM aussi, donc Oui. voilà, on se comprend. Complètement. Je voulais vous dire que nous avons lancé une application mobile à l'occasion de cette inauguration des locaux. Et donc, pour tous vos auditeurs, n'hésitez pas à télécharger l'application mobile La Marseillaise Journal. C'est sur l'App Store et puis aussi Le Google Play. Google Play. Et puis c'est gratuit pendant une dizaine de jours, donc vous avez accès à tous les contenus de la Marseillaise gratuitement pour célébrer ce moment de bascule important. Oh, l'offre de bienvenue Exact. qui nous fait lire ce journal historique. Rappelez-nous quand même, Léo Purguet, à quel point la presse écrite n'est pas morte, à quel point il est important d'avoir des journalistes qui travaillent leur sujet pour compenser parfois la médiocrité de ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux et surtout éviter le relais de fake news. Absolument, c'est indispensable. Nous croyons beaucoup à la Marseillaise, au pluralisme, qui est une garantie de la démocratie. D'ailleurs, quand on parle de pluralisme, on parle pas seulement de nous-mêmes, hein, on parle de, évidemment, tous ces médias qui sont indépendants et qui, contre vents et marées, tiennent bon. Nous pensons que ils doivent être faits par des journalistes professionnels qui ont une déontologie. Évidemment, les journalistes sont critiquables, ils sont d'ailleurs critiqués dans notre société, mais ils apportent plus de garanties pour une information de qualité qu'évidemment tout ce qui se déverse dans les réseaux sociaux. Et pour cela, eh bien, nous pensons que effectivement, il faut créer les conditions d'un accès à cette information de qualité. Par exemple, la Marseillaise n'a pas augmenté son prix depuis 5 ans. C'est 1,50 en semaine, 3 € le week-end avec le programme TV. Et donc, ça a contribué, nous pensons, à ce que nos ventes augmentent, puisque en 2024, notre vente au numéro papier, donc c'est-à-dire celui que vous pouvez acheter en kiosque chaque jour, a augmenté de plus de 10%, ce qui est vraiment une très grosse performance pour nous, une très grosse fierté dans un secteur qui est plutôt en décrochage. Et comme je vous l'ai dit, on lance aussi une application mobile pour marcher sur nos deux jambes, numérique et papier. Et nous pensons aussi que cette progression, elle est liée au fait que on fait confiance à notre titre qui a de l'antériorité et puis aussi, et je m'en félicite tous les jours, une rédaction reconnue pour son honnêteté. Oui, justement, on va parler un petit peu de cette rédaction, ces journalistes qui partent sur le terrain tous les jours. Comment est-ce qu'ils ont pris ces nouveaux locaux? Comment ils se sont habitués? Comment ils ont pris en main ces nouveaux locaux, votre équipe? Il y a eu beaucoup d'émotions parce que chez ceux qui avaient connu l'ancienne utilisation de ces lieux, c'était évidemment très symbolique d'y retourner et de les voir remis à neuf. Ceux qui ont moins d'ancienneté, étaient tout simplement contents d'enfin avoir des conditions de travail à la hauteur de ce qu'ils méritent. Et donc, oui, il y a beaucoup d'enthousiasme, je crois, dans l'équipe. C'est important, l'enthousiasme. Complètement, et puis ça permet d'avoir plus de travail, j'ai envie de dire, dans la bonne humeur, surtout. Parlons Absolument. Un petit peu de ce côté numérique là que vous ouvrez. C'est tout nouveau. On n'avait pas ça avant. Vous aviez un site internet, oui. Une application, pas encore. Quelle était la volonté derrière cette création d'application? C'était l'idée de, évidemment, nous mettre à la page. Hein. C'est une évidence. De plus en plus d'utilisateurs se tournent vers le smartphone pour s'informer. Et il y a beaucoup plus de praticité à avoir une application parce que on n'a pas besoin de se reconnecter chaque fois comme c'est le cas pour un site internet. Et puis on a aussi une ergonomie qui est beaucoup plus agréable, qui fait que on peut naviguer d'un secteur à l'autre, qu'il soit géographique ou thématique. Et donc, c'était un point indispensable. On ne l'avait pas, tout simplement pour des raisons de moyens. Et donc, la nouvelle dynamique que nous avons su lever, elle nous a permis de nous en doter. Et là aussi, c'est un signal positif, en tout cas, moi qui me donne le sourire. Complètement, c'est un véritable mouvement numérique pour la Marseillaise qui n'avait pas été fait avant et qui peut-être attirera de nouveaux lecteurs aussi. Nous en sommes certains. Nous sommes d'ailleurs fixés un objectif assez ambitieux de nouveaux abonnés numériques. Et donc, nous allons aussi nous appuyer sur nos événements sportifs qui sont très populaires, très importants, hein, au premier rang desquels le mondial à Marseillaise à pétanque, pour proposer des services sur cette application et la rendre encore plus partagée parmi les Marseillais, les Provençaux et puis les Occitans, puisque nous avons aussi une édition hebdomadaire dans le Gard et dans l'Hérault.
Alors on va parler un petit peu justement de la société. La vie politique en ce moment quand même reste dense et elle est très dense, tant au niveau donc international que national ou encore même que local. Comment est-ce que vous priorisez l'information qui chaque jour nous réserve son lot de surprises ? Alors nous, on est en fait très fiers de nos racines résistantes et donc notre ligne éditoriale, elle est guidée par cet héritage qui est le programme du Conseil national de la résistance. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants sur la question de l'antisémitisme, sur la question du racisme, mais aussi sur la question du progrès social. Et donc, la question sociale, elle nous concerne. Elle est souvent centrale dans le traitement de la hiérarchie de l'information chez nous à la Marseillaise. Là, par exemple, il est question des 80 ans de la sécurité sociale et on sait que à l'Assemblée nationale, il va être aussi question du projet de financement de la sécurité sociale. Et donc, ce sont des sujets qui vont nous concerner parce qu'elles sont reliées à notre histoire, mais évidemment extrêmement prégnantes pour le quotidien des lecteurs. Comme vous le savez, chacun est concerné par son départ à la retraite, ses conditions de remboursement de la santé, etc. Et puis, nous sommes aussi un journal régional, mais on pourrait dire internationaliste, c'est-à-dire qui est beaucoup concerné par les peuples du reste du monde et puis surtout les conditions pour qu'une paix durable existe, que ce soit au Proche-Orient. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup ces derniers jours et je l'espère, les premiers signaux vont permettre d'avancer vers de la paix. Mais malheureusement, il n'y a pas que cet endroit dans le monde où il y a beaucoup de conflits. Et donc, on donne beaucoup la parole à des représentants de la société civile, à des personnes engagées qui travaillent pour l'amitié entre les peuples. C'est pour nous très important. Et il y a aussi forcément l'information locale que vous traitez, évidemment. Ça va sans dire, c'est notre cœur de métier. Donc l'actualité locale, la proximité, tout ça est très important pour nous. Nous avons aussi un tropisme important du côté de la politique. Et donc là, notamment sur la préparation des municipales, on essaye d'être le plus exhaustif possible dans toutes les villes de notre zone de diffusion. Et évidemment, Marseille, qui est la ville centre de cette zone de diffusion. Alors justement, à 6 mois des municipales, j'aurais aimé avoir votre analyse sur justement ces municipales qui vont arriver, sur l'analyse de la vie politique, notamment marseillaise. On connaît quand même un moment particulier parce que les incertitudes qui sont au niveau national font un peu pèsent un petit peu sur le démarrage de la campagne. On a des protagonistes dont on sait qu'ils vont être candidats, je pense au maire de Marseille, mais pas seulement lui, qui ne se sont pas déclarés officiellement candidats. Et donc une campagne qui patine un peu, qui a un petit peu du mal à démarrer, alors que dans un contexte un peu différent, je crois qu'on serait déjà en plein dedans. Donc ça, c'est un premier élément important qui brouille un peu les cartes. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'à Marseille, il y a une réforme du mode de scrutin qui va quand même sans doute peser sur les dynamiques de campagne et les stratégies de campagne. Et ça, les Marseillais ne s'en sont pas encore tout à fait bien rendus compte. Donc désormais, il y aura une liste destinée au conseil municipal, c'est-à-dire donc on pourra voter pour cette liste sur toute la ville. Et ensuite, on conservera une deuxième liste, cette fois pour les secteurs municipaux, comme on en avait l'habitude auparavant. Et donc ça va sans doute rebattre les cartes parmi les différents partis politiques, notamment sur leur stratégie, leurs implantations territoriales, etc. Et pour le moment, la carte n'est pas encore au complet. Le puzzle a plusieurs pièces qui manquent. Donc on va, nous, être très attentifs à cela. Et on voit quand même aussi arriver quelque chose qui n'était pas forcément prévu, c'est un regroupement des extrêmes droites, avec Stéphane Ravier qui a décidé d'une certaine manière de s'effacer pour Franck Alizio, alors qu'ils étaient antagonistes depuis quand même plusieurs années. Bon, on a compris que le deal c'était à toi la mairie, à moi le Sénat, mais cela veut dire aussi que l'extrême droite va sans doute bénéficier d'une dynamique étant donné qu'elle n'est pas divisée comme on pouvait s'y attendre. Et donc ça, c'est un point de vigilance que nous allons observer également. Est-ce que justement, on peut, qui sera ma dernière question, est-ce qu'on peut penser à un moment
que pour les prochaines municipales en 2026, Marseille sera sous l'étendard du RN? Écoutez, en tout cas, ça n'est pas le RN qui est favori de cette élection. En revanche, il est clair que ce rapprochement que je viens de décrire va beaucoup peser dans les urnes. Et donc, maintenant, la question c'est, est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, effectivement. Donc ça va être une bataille très importante. D'ailleurs, les autres protagonistes de l'élection commencent à en prendre conscience. Voilà, la mesure. Puisque la campagne s'installait un peu dans une opposition entre printemps marseillais et droite et centre républicain. Et je pense que ces deux forces-là vont désormais prendre aussi conscience de la menace de l'extrême droite. Merci Léo Purguette pour toutes ces précisions, toute cette analyse, et merci de nous avoir donné un mot sur votre journal. Merci. La Marseillaise, il est 10h57, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après le journal de nos confrères de RCJ. Vous êtes sur Radio JM 90.5, c'est la grande matinale. Et vous êtes de retour dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi. On se retrouve directement avec Elsa Charbit. Bonjour Elsa. Vous allez nous présenter votre coup de cœur de la semaine. Mais avant ça, jingle. Le coup de cœur littéraire du jour, signé Elsa Charbit. Écoutez, c'est un plaisir pour moi de venir chaque lundi partager mes coups de cœur et les livres qui vraiment m'ont touchée, me sont allés directement, véritablement me sont restés en moi tant la lecture m'a émue. Je voulais vous parler d'un auteur qui s'appelle Franck Bouys, alors que beaucoup connaissent certainement, qui est publié chez Albin Michel et qui vient de sortir un dernier roman qui s'appelle Entre toutes. C'est un roman différent de tout ce qu'il a écrit jusqu'à maintenant. Il a obtenu de nombreux prix d'ailleurs, avec une écriture assez lyrique. Cette fois-ci, Franck Bouys va à l'essentiel. Il veut raconter l'histoire de sa grand-mère, donc l'histoire d'un roman familial assez classique, mais une épopée qui va traverser le siècle, ce qui veut dire que comme Marie, l'héroïne est née en 1912, bien écoutez, on va connaître la Première Guerre mondiale, puis la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, tout ce que cela entraîne dans ce petit coin de France, avec véritablement ce que vivent les paysans, donc qui se termine aussi par l'exode rural. C'est une très belle écriture, très fluide, qui fait qu'on s'attache énormément à cette femme, à cette grand-mère. On est tous en train de penser à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, parce qu'il en fait une très belle lecture. Alors là, bien sûr, c'est un monde rural, donc on va se retrouver dans une ferme. Marie est une petite fille qui se retrouve orpheline suite à la guerre de 14, et on va suivre sa vie, qui est une vie rythmée, en fait, par les saisons et par la vie que l'on a lorsqu'on habite une très belle ferme. C'est assez, comment vous dire, c'est très touchant comme livre. On s'identifie complètement à cette famille. On a envie d'accompagner cette Marie tout au long de sa vie. On a envie de lui prendre la main. Et puis, il y a des scènes qui restent marquées parce que la simplicité est là, mais une simplicité assumée avec des mots justes et de très belles phrases. C'est un peu comme une, comment vous dire, c'est pas un poème, mais c'est presque de l'ordre de la légende poétique, tant c'est bien écrit. Et j'ai eu plaisir véritablement à découvrir ce livre. Il y a une scène, par exemple, où Marie est petite fille, où sa mère travaille dans les champs avec sa fille attachée autour d'elle, et on sent cette espèce de fusion des corps, et on se dit que ça traverse toutes les sociétés et tous les mondes, ce supplément d'âme qu'il peut y avoir dans cette relation entre la mère et la fille. Alors il y a évidemment des histoires tragiques puisqu'on traverse les deux guerres, mais il y a aussi une très belle façon de se dire qu'est-ce qu'on garde de ces histoires de vie, qu'est-ce qu'on garde en nous de cette histoire familiale, est-ce que véritablement il y a des choses qui nous restent et dont on hérite aussi d'une histoire, et donc d'une histoire familiale quand on a vécu des moments difficiles, mais c'est aussi une vie simple, la vie de chacun, une vie française, une vie rurale, et si rien ne disparaît de cette histoire, c'est bon aussi de se rappeler, parce qu'on aime le pays où l'on vit, on aime ce territoire, on aime les spécificités de chaque département, et ça nous permet aussi de rester attachés à cette vie paysanne française, et c'est pour ça que ce livre m'a énormément touchée, même si Marie, la grand-mère de Franck Bouys, pourrait être la grand-mère de chacun de nous. Donc je vous recommande véritablement ce livre, Entre toutes, Albin Michel. Franck Bouys est connu des lecteurs, si vous ne l'avez jamais lu, c'est le moment de le découvrir, et puis rien que la photo de couverture nous donne envie d'y aller, cette
petite Marie est magnifique et tellement attachante avec la main de sa grand-mère. On devine une main qui a beaucoup travaillé. Voilà, Oui. je vous laisse découvrir Entre toutes. C'est mon coup de cœur de cette semaine chez Albin Michel. Merci beaucoup Elsa Charbit de cette recommandation. Ça nous donne envie de le découvrir. En tout cas, merci pour ce partage. Vous pouvez montrer le livre directement à la caméra puisque c'est évidemment retransmis sur nos réseaux sociaux et sur le site internet radiojm.fr. Il est 11h11 et nous passons bientôt à la chronique généalogie avec Danielle Faro, notre animatrice phare de Radio JM. Avant ça, une toute petite pause musicale, histoire de se donner un petit peu de baume au cœur. Absolument, merci Nathan. Merci Elsa. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Et nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM. Vous êtes sur le 90.5, il est 11h18. Après cette petite interlude musicale, nous recevons Danielle Faro qui est présente pour la chronique généalogie. Bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour Danielle. Eh bien, je suis très contente de reprendre la chronique de généalogie. Et aujourd'hui avec Nathan, c'est super. Et oui, ravi de vous accueillir. Ravi aussi. Et donc, on n'a pas tellement de temps, mais déjà, je vais vous dire le principal, puisque nous, Cercle de généalogie juive, à Marseille, antenne de Marseille, dont le siège est à Paris, on organise une conférence au centre Flegg, espace Benaïm, donc dans ses locaux, et ce sera mardi 4 novembre à 14h30. D'accord. Et il sera question de l'histoire de Samuel Hirsch, qui était un missionnaire juif français, directeur de l'école d'agriculture Mikvé Israël et des colonies des barons Edmond de Rothschild et de Maurice Hirsch. D'accord. Donc nous avons des noms, puisqu'il est question des noms aussi. Bien sûr. Et des noms qui ne sont pas courants ici, mais qu'il était à l'époque, donc des époques 1800. Et donc Samuel Hirsch, cette conférence est organisée par nos amis Albert et Marcel Guenoun, qui ont concocté un film, des photos et des anecdotes, d'autant plus que Samuel Hirsch était un parent de la famille Guenoun. D'accord. Alors, donc, il en sait beaucoup. Et oui, donc une soirée riche, finalement, en informations. Donc, ce sera un après-midi très intéressant. Et je compte sur vous, amis auditeurs et auditrices, pour venir et poser des questions. Donc, cette conférence fera découvrir la vie méconnue de Samuel Hirsch, qui est né en 1843, donc qui était un missionnaire juif français, et qui a consacré toute sa vie à la diffusion des valeurs juives et françaises dans le cadre de l'Alliance israélite universelle. Donc on a déjà des noms, là, si vous savez, on peut déjà raconter l'histoire d'origine des noms. Oui, bien sûr. Donc déjà, on a le nom de Hirsch. Hirsch, c'est un nom d'origine ashkénaze, je me doute. Ashkénaze, bien sûr. Et ce nom-là, il vient du nom de Naphtali. Naphtali, c'était un nom biblique. D'accord. C'était un des fils de Jacob. Et Naphtali, il était comparé à une biche. D'accord. Et au cerf. Donc, ça veut dire le cerf. En hébreu. En hébreu, Naphtali signifie cerf. Et c'est en même temps un nom de substitution. Pour ne pas avoir des noms trop à consonance, disons, hébraïque ou durant le fil du temps, on a donné des noms différents et qui sont comparés aux noms qui avaient été comparés par comment dirais-je, par Jacob quand il a béni tous ses enfants. Voilà, donc Naphtali, c'était la biche qui s'élance et qui apporte d'heureux messages. Et le nom, il a été décliné en Herz et Herzog. Ah. Donc c'est toujours la même racine. Herzog le duc et Herzl, voilà. Donc c'est assez subtil. Et ce sont des noms qui
qui ont été pendant des années et qui continuent encore à être présents. À être donnés, oui, bien sûr. À être présents. Notamment en Israël, c'est des noms qui sont quand même assez donnés. Notamment en Israël. Au fait, Nathan, vous savez d'où vient l'origine de votre prénom? Ah non? Non? Pas du tout. Ah, ça signifie, c'est un nom d'origine biblique. Oui. Et qui signifie il a donné, il Hachem. Ah. Voilà. Et la forme raccourcie, c'est Jonathan. Eh ben c'est mon frère, donc ah c'est oui mon frère. Oui, c'est mon frère jumeau. Mon frère jumeau s'appelle Yona, donc Jonas, c'est moi Nathan, donc oui, d'accord. Jonathan. Oui. Voilà, donc et Nathan était un prophète du temps du roi David. D'accord. C'est quelqu'un d'important. Oui. Il apportait à David le désir de voir édifier un temple en son honneur. C'est lui qui lui a prédit cela. D'accord. Voilà. Et les dérivés germaniques et yiddish ont donné les noms de Nas, Nassan, Nosen, Naté, Netté. D'accord. Et ça conduit au nom de Néter. Néter, on en connaît beaucoup qui sont en Alsace-Lorraine, des Néters. Néter, Naté, voilà. Et le prénom de Nas qui est le diminutif, c'est l'abréviation de l'hébreu de Naoum, Sofer, qui signifie le scribe, le sofer. D'accord. Voilà, j'en ai beaucoup appris sur mon prénom. Oui. C'est beau la généalogie, ça. Ah oui, mais c'est très, disons, on aime bien. Et puis on aime bien savoir un petit peu quelles sont l'origine des noms de famille. Que vous avez aussi, chers auditeurs, des noms de famille. Connaissez-vous leur origine? Il y en a certains qui ne le connaissent pas, justement. Il y en a certains qui ne le connaissent pas. Et le cercle de généalogie juive est là pour vous apprendre. Et vous pouvez très bien appeler la radio au 04 91 37 78 78 pour avoir l'origine de votre nom. Vous donnez votre nom et à notre prochaine émission, je vous donnerai l'origine de votre nom. Bien sûr. Comme ça, on aura des auditeurs qui en apprendront plus sur leur généalogie. Voilà, même vous pouvez appeler dès de suite. Si dans les 5 minutes, il y a quelqu'un qui appelle, je vous donne l'origine. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, bien sûr. on verra ça justement avec notre magnifique Noah qui est à la régie. Oui, je crois à Noah qui est à la régie et qui organisera cela. Oui. Et c'est pour une prochaine émission, Nathan, on fera quelque chose d'un petit peu ludique. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez peut-être encore un petit prénom, un nom à nous donner en termes généalogiques? Un petit prénom, oui, il y aura, oui, voilà. Donc, on aura aussi le nom de... Notamment peut-être de Hirsch. Vous en avez parlé un petit peu. Hirsch, oui. Vous en avez parlé un petit peu de Hirsch. On avait parlé un petit peu de Hirsch, justement, d'où est-ce que ça venait Voilà, alors Hirsch, exactement, je l'ai retrouvé. Voilà, c'est un nom d'origine germanique aussi, qui signifie le cerf et la biche. Oui. Voilà, choisi comme nom de substitution au nom du personnage biblique de Naphtali. Donc Hirsch et Naphtali, ça ressemble un petit peu. Hein. Voilà, il dit, alors donc lorsque Jacob, son père, bénit Naphtali, il dit Naphtali est une biche qui s'élance et apporte d'heureux messages. Et le nom est décliné, donc comme je vous l'ai dit précédemment. On a encore un nom qui s'appelle, puisque je suis là, le nom de Navarro. Là, c'est tout à fait différent. Navarro, consonance espagnole. C'est un nom qui est le nom d'un ancien royaume en Espagne, d'origine espagnole donc. Donc la personne originaire de cette ville, c'est une ville, Navarro. Donc s'appelle c'est un nom de lieu. D'accord. Il y a beaucoup de noms de lieux, des personnes qui étaient autrefois en Espagne, et ensuite ils ont été dispersés sur tout le pourtour méditerranéen, et qui portent des noms de villes. D'accord. Oui, sans doute par rapport à Isabelle la catholique qui avait... Tout à fait, en 1492. Exactement, qui avait sorti les Juifs de l'Espagne. Exactement. Voilà, donc vous avez des noms de villes, il y a des noms de métiers, par exemple Nater, c'est le dérivé de l'hébreu Nathan. D'accord. Nater. Très bien. Donc ça signifie couture, c'est-à-dire c'est un couturier. Il y a le nom aussi de Nebot,
qui signifie le neveu. Là, c'est un nom qu'on a donné parce que la personne était le neveu de quelqu'un. Oui. Et du coup, on les appelait le neveu. Oui. Et donc, le nom Nebout en Afrique du Nord. D'accord. Est-ce qu'on en a un petit dernier? On en a un dernier, Nehama. Nehama, c'est un nom d'origine araméenne qui signifie la consolation. Voilà. Nehama. Nehama. Nechama, ok. Nechama. Qui vient aussi de l'hébreu notamment, qui est consolé. Quelqu'un qui est consolé. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Daniel pour toutes ces informations. Merci de nous avoir on s'est complètement replongé dans notre histoire. Exactement. Et c'était très appréciable. Merci beaucoup Daniel de nous avoir donné toutes ces informations ce matin. Voilà. Une micro pause musicale pour accueillir notre invité justement musical de la semaine, Cyril Benamou. À de suite sur le 90.5. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Et voilà, après cette micro-interlude musicale, nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi. C'est maintenant le moment musique de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Benamou, pianiste, flûtiste et compositeur, un artiste marseillais aux multiples facettes qu'on retrouve sur les plus belles scènes de jazz de France et bientôt avec un nouvel album Hot, Heart of Town, attendu le 14 novembre. Bonjour Cyril. Salut Nathan, ravi d'être avec vous et en quelque sorte de retour à Radio JM et je salue tout le monde, les auditrices et les auditeurs, ça me fait un très plaisir. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Alors on va commencer cette petite interview avec votre nouvel album Hot, Heart of Time. C'est votre nouveau projet, votre nouvel album en trio. En trio, absolument. Ouais. Alors comment est née déjà cette aventure et surtout pourquoi ce titre Hot? Hot parce que déjà ça veut dire chaud. Bon, c'est pas le cas d'aujourd'hui. Non, ça veut dire chaud et ça veut dire aussi, c'est les 3 premières lettres de Heart of Town, le cœur de la ville, le poumon de la ville, le battement de la ville. Donc voilà, je suis assez citadin. C'est à la fois pour rendre hommage pas particulièrement que à Marseille, mais plutôt à l'énergie créative et créatrice de la ville, ce que ça peut inspirer. D'accord. Alors comment il est né ce projet justement? Ça, les compositeurs, vous savez, ça commence toujours pareil, hein, avec autour d'un piano ou d'une idée, d'une mélodie ou d'un sentiment ou d'une couleur ou d'une émotion. Et puis après, on répète avec les copains et chacun amène un petit peu sa part personnelle et pour agrémenter tout ça, parce que moi je suis un compositeur, on va dire, assez... je laisse pas mal la part à l'improvisation et à la liberté de chacun, dans la musique en tout cas. Et voilà, c'est 10 tableaux qui vont bientôt sortir sur toutes les plateformes et ailleurs. Oui, justement, alors vous parliez de votre musique, elle brouille volontairement les frontières. J'adore, très bonne analyse. Oui, elle brouille les frontières justement entre jazz, groove et hip-hop. Et comment justement vous décririez votre univers à quelqu'un qui ne vous a encore jamais écouté? Bon, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais je dirais généreux. C'est vrai, je peux le confirmer. C'est assez généreux et j'aime beaucoup votre appellation, le terme de briser les frontières. Encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, mais ça, je pense, ça a toujours été le cas. Et je pense que quand on est un artiste ou une personnalité, on ne peut que avoir envie que les frontières musicales, voire même artistiques, se brouillent les unes avec les autres et s'enrichissent les unes avec les autres. Et justement, vous vous êtes entouré en tout cas de Pascal Blanc à la basse et Jérôme Mouriez, si je le prononce bien. Très très bien. À la batterie, donc un trio qui est très complice, en tout cas on l'entend pour l'avoir entendu. Qu'est-ce qui vous lie musicalement tous les trois? Je crois qu'avant d'être liés musicalement, on est liés amicalement parce que ce sont des amis avec lesquels je partage beaucoup de scènes, beaucoup de concerts, beaucoup d'idées, beaucoup de répétitions. Donc c'est avant tout, c'est un peu un lieu commun, mais c'est avant tout une affaire humaine. Et après, la musique en découle, j'ai envie de dire, le plus naturellement possible. Oui, vous avez tous des parcours riches. Incroyable. Hein. Ils pourraient parler eux aussi de leurs expériences, ça soit dans le métal, dans le rock, dans la pop, dans l'électronique, dans la chanson. Voilà, chacun amène un petit peu son bagage, même si c'est moi qui le porte parce que c'est un projet personnel et ce sont mes compositions à la base.
chacun amène, vous savez, c'est comme on dit, c'est une cuisine, hein. Chacun met ses épices. Et oui, chez nous, c'est pas mal épicé. À la plupart, oui, complètement, oui. Donc voilà, chacun amène sa part et c'est toujours un plaisir de travailler quand on est entouré comme ça de belles personnes. Alors justement, on parle de ce nouvel album qui sort le 14 novembre, dont le premier single est déjà sorti. Hein. Il y en a un qui est sorti fin juin. Et un qui est sorti hier, on va en parler. Non, il y en a un qui est sorti fin septembre et il y en a un qui sort vendredi là. Ah, qui sort vendredi, pardon. Sort vendredi, oui. Parce que je crois qu'il devait sortir hier. Ça a été un peu repoussé. Voilà, ça a été un peu repoussé. Vous suivez. Oui, bien sûr, évidemment. Je fais mon travail. Je le vois. Justement, bon, on pourra à la radio, là, à la suite de cette interview, on entendra en exclusivité votre nouveau single de vendredi. Magnifique. Justement, en tout cas, on va parler de votre premier single qui est sorti, Hip Hop des Kids, un morceau justement qui est solaire, qui est plein d'énergie, que j'ai pu entendre. Et qu'est-ce que, je voulais savoir un petit peu parce que il y a de la batterie, il y a du piano, il y a de la basse, on sent de l'énergie, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de j'ai envie de dire de vie dans ce morceau. Déjà, qu'est-ce que vous vouliez raconter à travers ce titre, mais surtout pourquoi Hip Hop des Kids? Mais je peux pas dire mieux que ce que vous venez de dire, c'est parfait. Il y a tout, le pitch, il est nickel. Je peux rien dire de plus. Non, Hip Hop des Kids dans le sens où je voulais une mélodie un petit peu enfantine, un petit peu qu'on peut retenir, qu'on peut chanter, parce que c'est un titre que je joue en public depuis longtemps, et je voulais une mélodie qu'on puisse reconnaître avec un motif de piano un peu très rythmique, ta 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 ta. Voilà, ce genre de, je voulais me rapprocher de cet univers-là et des kids parce que peut-être c'est pour rendre hommage à l'enfant éternel que nous sommes. Et oui, en tant qu'artiste, forcément, on s'inspire de tout ça, mais donc comme on le voit, hein, on l'entend plutôt, j'ai envie de dire, dans vos titres, on sent l'influence du hip-hop, du jazz, mais aussi une touche donc quand même très pop, qui est très ouverte. C'est un morceau peut-être manifeste pour vous? Oui, parce que d'ailleurs c'est les copains qui m'ont conseillé de sortir celui-ci en premier, enfin parce que vous savez comment c'est, on enregistre 10 musiques, on n'a pas trop le recul, qu'est-ce que je sors en premier, qu'est-ce que je présente en premier. Donc c'est les copains qui m'ont conseillé dans le sens où c'est quelque chose que je joue depuis longtemps mais que je n'avais jamais enregistré, donc c'est chose faite aujourd'hui et c'est un peu manifeste, ouais, c'est un peu un morceau un petit peu étendard ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais un peu un hymne, c'est une sorte d'hymne pour moi et puis pour j'espère pour les gens qui l'ont entendu ou qui l'écouteront. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'écouteront à la suite de cette interview. Vous êtes quand même profondément attaché à Marseille. On vous retrouve sur les scènes de la Maissonne, du Théâtre de l'Œuvre notamment. Alors, Théâtre de l'Œuvre, c'est le 6 décembre. C'est le 6 décembre. On allait en parler. Du Molotov, du jazz des 5 continents aussi. Tout ça. Qu'est-ce que cette ville représente dans votre parcours d'artiste? D'abord, vous avez dit, oui, je suis attaché à Marseille avec tout ce que ça a de bien et de moins bien, comme tous ceux qui y habitent. Bien sûr. Et comme tous ceux qui se nourrissent. Non, mais moi, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de partir un petit peu à l'international et en national pour pouvoir m'exporter et pour pouvoir jouer. C'est toujours très, très bénéfique. Mais c'est vrai que j'ai toujours vécu ici, je suis resté attaché ici parce que je pense que c'est une ville qui nourrit autant qu'elle énerve, qui inspire autant qu'elle peut dégoûter parfois, voilà, c'est avec toutes ces contradictions, mais elle ne cesse de m'inspirer. Et justement, vous avez collaboré avec beaucoup de musiciens, Raphaël Imbert, French 79, Julien Dayan, ou encore même Franck Agulon. À chaque fois, je dis Agoulon, mais non, c'est Agulon. C'est joli. À l'américaine. Mais en tout cas, ces rencontres, elles vous ont certainement enrichi. Et en quoi ça a influencé votre musique? C'est encore une fois, c'est exactement ça, parce que ce sont des rencontres. Il y en a avec lesquelles c'est le temps d'un album ou parfois même d'un seul morceau, ça dépend un petit peu, comme on peut appeler ça des featuring, c'est là où on me sollicite pour amener ma petite touche, bon voilà. Donc il y en a d'autres comme avec Franck Agulon, c'est carrément un album, il y en a d'autres, vous avez parlé de French 79, 79, ça c'est carrément une BO pour laquelle j'ai eu le plaisir d'enregistrer les pianos pour le film de Reda Kateb sur un film qui est sorti l'année dernière. Donc voilà, ça dépend un petit peu des collaborations, c'est un peu au cas par cas, mais comme vous venez de le dire, ce sont toujours des rencontres et des expériences surtout enrichissantes qui nous sortent un petit peu de notre zone de confort. Là, c'est pas ce que vous venez de dire, c'est pas Cyril sort son album, là c'est peut-être Cyril au service de la musique de quelqu'un, peut-être Cyril au service d'une pièce de théâtre pour écrire un morceau, peut-être Cyril pour poser de la flûte traversière sur un artiste aux États-Unis
comme c'est sorti l'année dernière. Donc voilà, et tout ça, effectivement, encore une fois, ça ne peut que compléter et enrichir, ce sont des grands mots, mais ma palette sonore et ma palette artistique en tout cas. Est-ce que vous aimez justement faire ce genre de travaux pour, au-delà évidemment de sortir un album, de travailler pour des gens et pour être peut-être pour laisser la place à de la créativité? Ben, j'adore complètement, c'est un autre travail où le gros du boulot, c'est la personne pour laquelle je travaille. En tout cas, moi, j'arrive avec mes idées, mon énergie, et c'est la personne en face ou celle qui m'a sollicité, qui va se taper peut-être plusieurs heures d'écoute à la suite, etc. Donc, je suis là que pour profiter du bon, et c'est très, très enrichissant. Ouais, non, j'adore faire ça, bien sûr. Alors, aujourd'hui, donc avec Hot. On pourrait citer David Walters aussi, un ami qui vient de sortir un featuring avec Kezia Jones. Donc voilà, avec lequel il y a eu beaucoup de scènes, beaucoup de musique. Pardon, je vous ai coupé. Oui, justement avec Hot, Heart of Town, là, c'est à la Texan, là. Est-ce que vous avez justement envie d'ouvrir encore le trio à d'autres artistes et d'autres styles, notamment sur scène? Sur scène, c'est sûr. Là, ça va venir. Sur scène, c'est sûr. Sur l'album, j'ai vraiment préféré rester en trio pour pouvoir m'exprimer comme ça. À part sur les 10 morceaux, il y a un seul featuring, un seul invité, qui est un violoncelliste extraordinaire de Marseille d'ailleurs, que je salue, qui s'appelle Guillaume Latil. Donc voilà, c'est le seul guest. C'est pas que je voulais pas qu'il y en ait d'autres, c'est que ça s'est fait comme ça. J'aime bien laisser les choses arriver le plus naturellement possible. Donc ça, c'est vraiment la partie disque, ce qui est figé comme une photographie, mais sur scène, évidemment, il y aura toujours son lot de surprises et d'invités, bien sûr. Justement, la scène, on en parle, vous serez en concert le 6 décembre au Théâtre de l'Œuvre à Marseille pour la sortie donc, de cet album. Sans tout nous dévoiler, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer sur la scène ce soir-là? Bon, là, lundi matin, pour tout vous dire, j'en sais rien. Je peux essayer d'en fumer tout le monde. Mais non, ce qui va se passer, c'est qu'on va le plus fidèlement présenter l'album. Mais comme je viens du jazz, il y a quand même beaucoup de parts d'improvisation, donc ça, c'est essentiel. Il est hors de question de rejouer le disque intégralement, par exemple. Ce sont toujours des interprétations différentes. C'est comme un musicien classique, même s'il joue 10 fois un concerto de Beethoven ou des valses de Chopin ou peu importe, ça ne peut pas être la même chose à chaque fois. Il y a toujours un moment, une émotion différente. Peut-être que ce matin, on se réveille de manière différente, ou les événements de la journée font que ça peut pas être la même chose à chaque fois. Donc, il y aura des surprises quand même. Il y aura des surprises. C'est ce qu'on attend, je pense, pour ce fabuleux concert. Pour finir, j'aimerais parler de la chanson que on va entendre juste après cette interview, Song for Avi. D'accord, génial. Je voulais qu'on parle un petit peu de cette chanson. Pourquoi ce titre? Et pourquoi avoir fait cette chanson? Enfin, ce morceau plutôt. Bien sûr, bon, je l'ai pas dit ni en promo ni nulle part parce que mais je vais le dire à Radio JM parce que c'est un artiste que j'ai reçu à Radio JM il y a des années-lumière. C'est un musicien israélien qui s'appelle Avishai Cohen tout simplement. D'accord. Ouais, que je connais, voilà, et j'ai écrit ce morceau qui s'appelle Song for Avi parce que vous parlez de musiciens qui brisent les frontières, qui brisent les codes. Bon, voilà, puis c'est un mélodiste, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui parcourt le globe, la planète dans tous les sens depuis des années. Et je l'ai reçu à Radio JM parce que j'ai été animateur à Radio JM. Mais oui, certains le savent, d'autres non, peu importe. Donc voilà, c'est hommage, je sais pas si c'est un hommage, mais c'est une inspiration pour Avishai Cohen, exactement. Ouais. D'accord, donc ça fait sens en fait de la diffuser pour la première fois sur les ondes de Radio JM en tout cas. Absolument. Et merci de nous avoir donné cet honneur. Merci à vous de m'avoir reçu en tout cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas Cyril Benamou d'avoir été avec nous ce matin dans la grande matinale de Radio JM. Hot Heart of Town, c'est votre nouvel album qui sort le 14 novembre prochain chez Binaural Productions. Et en concert évidemment le 6 décembre au Théâtre de l'Œuvre à Marseille. On se quitte avec un extrait avec votre single Song for Avi qui sort vendredi prochain. Exact. Donc merci Cyril et puis à très bientôt. Merci Nathan, merci à tout le monde, au revoir. 90.5 Radio JM, la grande matinale. Et voilà, nous
Et nous sommes de retour après ce moment de jazz qu'on ne voulait pas arrêter sur le 90.5. Merci encore à Cyril Benamou d'avoir été présent dans nos studios et sur notre antenne. En tout cas, nous sommes de retour dans cette grande matinale de Radio JM. Et pour finir l'émission, comme à son habitude, quoi de mieux qu'une recette qui nous fait déjà envie avec notre célèbre cordon bleu, Sacha Rank. Jingle. Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha. Et Sacha, bonjour, on se retrouve pour une chronique culinaire un petit peu adaptée au temps. Absolument, bonjour Nathan. Bonjour. Oui, compte tenu du temps, je pense que nous serions tous très contents de manger une soupe de légumes. Oh oui, c'est bon ça. Alors, c'est très bon. Je l'ai quand même un petit peu agrémentée parce que la soupe de légumes, je pense que tout le monde sait la faire et même celle que je vais proposer, mais on remet un petit peu au goût du temps. Et oui, bien sûr. Jour. Voilà. Bien sûr, bravo. Donc une soupe de légumes au fromage fouetté. Oh, d'accord. Voilà. Intéressant, ça me paraît très bon. C'est toujours très bon. Et oui. Pour 4 personnes, il faudra donc 100 g de fromage fouetté, 4 carottes, 3 poireaux, une patate douce, une pincée de sel et une pincée de poivre. Ah. Pardon. Oui. Moi, j'ai besoin en tout cas. Donc, basique, hein. Basique. On épluche les carottes, on les coupe en morceaux, on épluche la patate douce et on la coupe. Et on coupe les blancs de poireaux en petits tronçons. On met tout ça dans une casserole. On recouvre les légumes d'eau, on sale, on poivre. On porte à ébullition environ 40 minutes quand même. Eh oui. À couvert. À couvert, d'accord. Une fois que la cuisson est terminée, on mixe la soupe. Alors, soit dans le bol d'un blender, soit avec un bras, ou avec le traditionnel moulin à légumes. Ah, d'accord. Est-ce que, Nathan... Moi, je ne connais pas. Le moulin à légumes à l'ancienne qu'avaient nos grands-mères. Nos mamans. Voilà. Où on met les légumes, un peu de bouillon et on tourne comme ça. D'accord. Le goût est différent. Avec le moulin à légumes. Oui, et la texture est différente. Il reste toujours en espèce de petits morceaux. C'est pas comme les blenders qui font en fait des veloutés, plus du velouté que la soupe en elle-même de légumes. Et on ajoute ensuite le fromage en dernier. Et pour les gourmands, encore plus de gourmandise, on va dire, on propose cette soupe avec des tartines au fromage fouetté. D'accord. Donc, imaginons, pour accompagner. On prend des croûtons, on met du fromage fouetté dessus et on le met sur la soupe. On les fait comme, un peu comme avec la soupe, un petit peu comme la soupe de poisson quand on met les croûtons avec l'aioli. Avec l'aioli, oui. Donc avec une petite fleur de sel au-dessus, ça peut être pas mal aussi. Bien vu. Et oui. Alors on reprend pour nos éditeurs, donc pour 4 personnes, 3 carottes, 3 poireaux. 4 carottes, 3 poireaux. Ah, 4 carottes, pardon. 3 poireaux, une patate douce. Oui. Sel, poivre et 100 grammes de fromage fouetté. Tout à fait. Et peut-être des petites tartines à côté. Je crois que ce soir, dans la famille Sperling, je crois. Nous allons manger de la soupe. Je crois bien, et c'est pour mon plus grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Sacha pour cette chronique culinaire encore délicieuse comme d'habitude. Merci Nathan. En tout cas, c'est la fin de cette grande émission, de cette grande matinale de Radio JM que j'ai eu le plaisir de présenter. Évidemment aux côtés de Noah à la régie, Sacha évidemment, Elsa qui est venue nous donner son coup de cœur, Rachel Castan évidemment pour les réseaux sociaux, ainsi que nos nombreux invités. Je vous retrouve demain matin à 8h30 pour le flash d'information locale. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter notre interview de Loïc Gachon, candidat aux prochaines municipales de Vitrolles, aujourd'hui à 13h sur le 90.5 et en replay sur le site radiojm.fr. Évidemment, la grande matinale, vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, mais surtout sur notre site radiojm.fr en replay dès cet après-midi. Tout de suite, c'est le flash de midi de RCJ. Passez une très belle journée sur Radio JM et puis bon appétit. C'était la grande matinale Radio JM, tous les lundis de 10h à midi, en direct sur le 90.5 ou en replay sur radiojm.fr.